Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme en ce dimanche d'automne. Aujourd'hui dans le numérique pour tous, on va parler santé et plus précisément des innovations dans le domaine de la santé. C'est des innovations qui vont révolutionner nos comportements, que ce soit à l'hôpital ou à la maison. Alors comment l'hôpital peut vous aider à réunir l'ensemble de vos analyses dans un seul et même document pour toujours les avoir sous la main? Comment trouver un médecin généraliste en 10 minutes, que ce soit dans un désert médical ou une grande ville? C'est avec nos invités que nous découvrirons les réponses. Le numérique pour tous spécial numérique en santé, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, pour nous expliquer en quoi l'hôpital peut notamment trouver son salut dans le numérique grâce à des parcours facilitant la vie des patients, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Nicolai. Christophe, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes directeur des services numériques de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, hôpital, je le rappelle, privé à but non lucratif. Et en 2011, les équipes de votre hôpital, les équipes numériques, ont fait vraiment un virage pour changer certaines méthodes et pour rendre le parcours patient vertueux. En quoi a consisté ce pari ? Alors ce pari, c'était de numériser le plus possible l'ensemble des parcours des patients. Alors numériser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enregistrer les données des patients dans le système informatique au fil de leur parcours. Et le but de tout ça, c'est pas seulement d'avoir des datas ou seulement d'avoir des données, c'est de pouvoir avoir des indicateurs, de pouvoir mesurer par exemple un temps de passage, comprendre pourquoi il y a quelque chose qui fonctionne ou qui fonctionne pas et s'améliorer. Et le but du jeu est toujours de mieux accueillir le patient au sein de l'hôpital et d'améliorer nos organisations pour le prendre en charge efficacement. Alors avant de rentrer dans effectivement les applications concrètes, j'ai envie de vous demander, on est dans un contexte de tension budgétaire à l'hôpital, donc ça veut dire que vous avez investi. Comment s'est fait cet équilibre financier pour que ça soit vertueux au final ? Alors, il ne faut pas investir à tort et à travers. Il y a certaines solutions, et notamment ça nous arrive assez fréquemment avec des startups qui viennent dans l'hôpital, qui vont nous proposer des modèles budgétaires qui sont juste impensables pour un hôpital quand vous avez une facturation au lit de plusieurs milliers d'euros, etc. et que vous avez un hôpital de 900 lits comme nous, c'est compliqué. Il faut réfléchir au projet qu'on a envie de faire. Tout part finalement, comme dans tous les projets numériques, de l'usage et des besoins. On essaye de voir ce qu'on peut couvrir en termes d'usage et de besoins et comment le faire efficacement. Et quand on investit, on calcule un ROI, un retour sur investissement. On fait en sorte de savoir en combien de temps on va récupérer notre investissement, comment on peut le récupérer. C'est le cas en particulier sur l'hôpital Paris-Saint-Joseph et l'hôpital Marie-Lannelongue, qui sont les deux hôpitaux du groupe, dans la mesure où on est une fondation. Donc, tout part de la trésorerie de la fondation. Donc, on fait attention au moindre euro qu'on va dépenser. Et si on dépense 1 euro, on sait qu'on va le récupérer soit par un accroissement d'activité, soit par un retour sur investissement, parce qu'on va pouvoir, par exemple, remobiliser des personnels dans un autre secteur de l'hôpital. Et est-ce que l'État, les ministères vous aident dans ce cas-là? Est-ce que c'est le ministère de la Santé, le ministère de la Transition numérique? Comment vous êtes accompagné? Alors sur le numérique en particulier, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il y a des programmes au niveau de nos tutelles, des programmes qui s'appelaient Hôpital numérique au départ, qui s'appellent Open maintenant par exemple. Ça, ce sont deux programmes qui sont assez efficaces puisque d'abord il faut répondre à un certain nombre de prérequis pour montrer qu'on est assez mûr numériquement pour pouvoir lancer certains projets. Et puis après, le programme nous challenge sur certains indicateurs à atteindre, par exemple un nombre de lettres de liaison ou de compte rendu de sortie d'hospitalisation à remettre aux patients en temps réel, etc. Et si on atteint ces indicateurs, on a des financements à la clé. Pour un hôpital comme l'hôpital Paris-Saint-Joseph, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça permet effectivement d'avoir ça. Et ça se retrouve également à d'autres endroits. On a aussi un programme dans les hôpitaux qui est lié à la qualité en fait de la prise en charge du patient. Et au sein de ce programme qui s'appelle IFAC, on a aussi des crédits qui sont prévus sur atteinte d'indicateurs numériques et d'objectifs numériques. Donc mieux vous travaillez, plus vous avez d'argent, si on le dit. Si on le dit de manière simple, oui, c'est ça. Alors venons-en aux patients parce que c'est le plus important. Concrètement, je suis patient, je suis confronté effectivement à une hospitalisation. Ouais. Quelles sont les applications et qu'est-ce qui va faciliter ma vie quand j'arrive à l'hôpital Saint-Joseph? Alors sur votre arrivée en tant que patient à l'hôpital Saint-Joseph, le point le plus marquant, c'est les bornes d'accueil en ce moment.
On les a installés il y a un peu plus d'1 an. C'est un accueil par borne voilà, qui va vous reconnaître, qui sait que vous allez arriver, qui vous attend. Vous cliquez sur 2-3 boutons de la borne et elle va vous demander d'aller voir le médecin directement. Donc ça, ce qu'on cherche à faire dans ce cas-là, c'est d'éviter d'aller passer du temps administratif, du temps d'attente administratif, et donc du coup de soulager un petit peu le stress du patient ou la pression qu'il peut avoir quand on va dans l'hôpital. Enfin, moi le premier, je suis assez stressé quand je rentre dans j'allais vous l'hôpital. demander, on est stressé, donc on est complètement stressé. Ouais. Et donc tout ce qu'on peut améliorer, tout ce qui nous permet de mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour le patient qui va se dire, eh ben voilà, j'ai une borne en face de moi, elle est très visible, c'est là que je vais, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui va dire bonjour, vous venez pour une consultation, je vais vous aider à utiliser la borne, etc. En moyenne, 45 secondes après, vous avez fini votre admission, ce qui était pas le cas avant, hein, c'est plusieurs minutes une admission dans les hôpitaux en général, et puis vous allez voir votre médecin, vous vous concentrez sur cette partie-là et vous n'avez pas besoin d'aller voir d'autres services assez nébuleux quand on est un patient et quand on ne sait pas comment ça marche. Alors pour comprendre le modèle économique, ça veut dire que vous allez faire des économies de personnel, on va appeler ça comme ça parce que vous avez mis des bornes, c'est malheureux à dire, mais vous allez réinvestir ces économies après dans du soin, dans de l'équipement. Comment ça se passe puisque vous êtes toujours, une fondation? Le principe, c'est effectivement, c'est une fondation, c'est à but non lucratif, donc tous les euros qui sont gagnés sont réinvestis pour l'accueil du patient. Donc là, les équipes en question, elles sont d'abord réorganisées et peut-être redispatchées dans d'autres secteurs. Elles ont été formées, c'est un point très important parce qu'on ne voulait pas déshumaniser l'accueil parce qu'on avait mis des bornes. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont autour des bornes, qui viennent vers vous pour vous accueillir et voilà, pour réussir à vous faire quelque chose de plus humain qu'une borne un peu froide. Et les économies qu'on va faire, elles sont de plusieurs ordres. Par exemple, si vous diminuez les mètres carrés des accueils d'admission dans les différentes ailes de consultation, et ben vous les récupérez pour faire des box de consultation. Si vous faites des box, vous faites plus de consultations, donc vous faites plus de chiffre d'affaires, par exemple. Et vous avez pu réouvrir des lits, semble-t-il, alors que d'autres enferment grâce à ces économies? Alors, c'est pas forcément grâce à ces économies liées au niveau des bornes, mais en tout cas, on fait effectivement attention à pouvoir garder le bon nombre de lits ouverts, puisque évidemment, si on a des lits, on peut accueillir les patients correctement. Donc oui, on fait très très attention à ça. Dans tous les hôpitaux, là, c'est pas lié à l'hôpital Paris-Saint-Joseph. Alors, vous avez certes les bornes, mais vous avez aussi une super application qui s'appelle Mon Compte et qui permet de centraliser tous vos comptes rendus d'examen, vos radios, etc. Parce qu'on a tous tendance à les perdre quand on doit aller faire un rendez-vous chez un médecin. Comment elle fonctionne, cette application? Alors, cette application, c'est la suite logique de la borne, en fait, parce que tout est complètement intégré de A à Z. Donc, l'application, elle connaît votre identité, évidemment. Elle connaît ce site, c'est un site internet, en fait, connaît votre parcours à venir, donc les rendez-vous, etc. Elle va vous mettre à disposition les comptes rendus ou les documents qu'on va générer au cours de votre visite. Elle vous permet d'avoir aussi certains services en ligne, comme le paiement, si vous avez un reste à charge, par exemple. Et puis, on est en train de l'améliorer. On va intégrer notre outil de téléconsultation, par exemple, en marque blanche dans ce portail. Le but du jeu, c'est de vraiment faire un peu comme quand vous prenez l'avion et que vous téléchargez l'application, vous allez sur le site de la compagnie aérienne qui va vous accueillir au moment de votre parcours, avant, pendant le parcours et puis après, d'avoir toujours un peu un lien avec l'hôpital qui, pendant plusieurs années, était resté quand même une grosse boîte noire. En effet. Alors, j'ai envie de vous demander, parce qu'on voit du numérique partout, là, maintenant, à l'hôpital. C'est quand même consommateur de beaucoup d'énergie, beaucoup de data, dans une époque où il faut être un peu résilient. Ouais. C'est une donnée que vous intégrez à l'hôpital Saint-Joseph? C'est une donnée, alors que moi, personnellement, j'ai eu du mal à intégrer, je dois le dire. Non pas parce que, voilà, alors non pas parce que je suis pas, à titre personnel, je fais pas des efforts pour l'environnement, mais parce que je trouvais qu'il y avait effectivement une vraie dissonance entre le fait de mettre de gros serveurs qui chauffent beaucoup et puis de les climatiser juste derrière parce que ça chauffe trop, etc. Et que finalement, on ne pouvait pas forcément faire beaucoup mieux. Mais c'est une erreur de ma part, en fait. On peut faire beaucoup mieux déjà en prenant conscience de ce qu'on est en train de faire, en mesurant notre impact et puis en se donnant des objectifs sur des consommations de serveurs, sur tout un tas de sujets autour de l'environnement qui nous permettront d'avancer efficacement. Donc, il faut le prendre en compte, ça, c'est certain. Et ce sont des directives qui vous sont données? Vous parliez tout à l'heure des ministères qui vous accompagnent. Il y a des cahiers des charges qui nécessitent
décide de respecter de manière assidue ce genre de de plus en plus, on va en trouver, notamment dans les hôpitaux. On répond assez fréquemment à des appels à projets pour tenter d'avoir des financements sur certains de nos projets. Ces appels à projets, maintenant, intègrent systématiquement un volet impact environnemental et nous challenge sur notre manière de voir les choses et puis de faire en sorte que, pourquoi pas compenser le carbone qu'on va dépenser en source d'énergie dans nos serveurs et puis essayer d'avoir un programme actif par rapport à ça. Et donc, pour élaborer ces applications, vous avez travaillé avec quoi? Avec des startups, avec des partenaires industriels? Vous avez tout fait en interne? Comment on monte un projet comme celui-là? Alors, le travail interne, c'est surtout du travail d'intégration dans notre système d'information qu'on maîtrise, qu'on connaît. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'interopérabilité. En d'autres termes, on fait parler les applications entre elles correctement. Après, pour tout le reste, ce sont des éditeurs, des startups, des industriels qui nous accompagnent au quotidien, notamment pour les bornes et mon compte. On a une startup, on a un gros éditeur, on a une société spécialisée dans les bornes, on a une société spécialisée dans le paiement, etc., etc. Donc, on se fait entourer d'un écosystème complet. Une question que j'ai envie de vous poser pour conclure, parce que votre application, c'est un peu un rôle modèle. Donc, ça veut dire que tous les hôpitaux qui vont vouloir une application et vont vouloir opter pour cette numérisation vont devoir reproduire une application, ou on pourrait essayer enfin de partager les choses et de rationaliser les bonnes idées? Alors, historiquement, les systèmes d'information des hôpitaux sont tous très, très différents. Donc, on fait le maximum d'efforts pour faire des choses qui sont reproductibles. C'est le cas, par exemple, sur les bornes ou mon compte, où il y a des hôpitaux qui sont en train de s'équiper des mêmes bornes et qui bénéficient du coup du co-développement qu'on a pu faire. Globalement, on a quand même du mal à faire en sorte d'avoir exactement la même chose d'un hôpital à l'autre. On a aussi là des programmes nationaux qui nous permettent d'aller au bout de tout ça. Je pense à l'Espace National de Santé, le fameux DMP dont on parle depuis 15 ans, et qui cette fois-ci fonctionne puisqu'on a tous notre Espace National de Santé qui a été ouvert sur ces derniers mois et qui est alimenté par les sociétés. Là encore, en plus, avec des financements qui ont été proposés aux éditeurs et aux hôpitaux pour pouvoir alimenter le DMP. Donc c'est en train de marcher. Donc on va avoir en tant que patient quand même des choses qui sont de plus en plus communes et notamment ça commence par le début du début. C'est notre identité en tant que patient qui va être commune au niveau de tous les hôpitaux, de tous les établissements de santé, de l'assurance maladie, etc. Merci beaucoup Christophe de nous avoir fait rentrer dans les coulisses de l'hôpital Saint-Joseph Marie-Lannelongue, je le rappelle. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, on vous fera découvrir une pépite qui va vous permettre de trouver un médecin généraliste en 10 minutes si vous êtes dans un désert médical. Et on vous fera agilement partager une initiative qui permet aux adolescents à l'hôpital d'être soignés tout en se divertissant. Le numérique pour tous, ça continue et c'est dans quelques minutes sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui dans le numérique pour tous, on plonge dans l'univers de la santé. On le disait en introduction, il n'est pas toujours évident de trouver un médecin généraliste dans certaines zones rurales. Eh bien, grâce à notre prochain invité, c'est désormais chose possible. Nathaniel Berne, bonjour. Vous êtes le fondateur et le Chief Technical Officer de Medadom. Medadom comme médecine à domicile, je suppose. Et grâce à votre solution, même les territoires les plus isolés permettent à leurs habitants d'avoir accès à un médecin dans les quelques minutes qui suivent leur appel. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne cette solution. Bonjour Vanessa, oui tout à fait. Donc Medadom, on a deux solutions. On a la première qui permet d'obtenir un médecin généraliste en vidéo, comme vous l'avez dit, en moyenne en moins de 10 minutes sur une application mobile ou sur un site web. Et la seconde solution, c'est qu'on implante des dispositifs connectés de téléconsultation, des bornes, des cabines, des consoles, dans les territoires, en particulier dans les pharmacies et dans les mairies. Et dans ce cadre-là, les patients peuvent se déplacer, être pris en charge au sein de ces cabines ou devant ces bornes avec un médecin en visio qui va pouvoir les ausculter avec des objets connectés et leur délivrer tous les documents médicaux nécessaires. Alors ça se passe comme une consultation traditionnelle, on arrive dans l'espace, j'imagine on met sa carte de crédit, à moins que ça soit pris par le système carte vitale, et tout se déroule comme chez un médecin. Tout à fait, alors on commence par la carte vitale pour le coup, donc le patient arrive, il insère sa carte vitale, il crée un compte sur la plateforme, il va répondre à un certain nombre de questions sur ses allergies, sur de l'anamnèse, donc sur ses maladies chroniques éventuelles, et ensuite il va être mis en relation avec un médecin. Donc le médecin va pouvoir le voir, l'entendre, et le patient va également voir et entendre le médecin. Le médecin va poser un certain nombre de questions, donc un interrogatoire médical. Il va pouvoir utiliser des objets connectés qui sont à sa disposition, typiquement un stéthoscope pour écouter les battements cardiaques, un dermatoscope pour regarder la peau, et va pouvoir ensuite poser un diagnostic, rédiger des documents que le
patient va pouvoir imprimer directement dans la cabine. D'accord. Et la consultation dure combien de temps? En moyenne, une consultation, c'est une dizaine de minutes. Après, tout dépend de la pathologie du patient, mais globalement, c'est environ une dizaine de minutes. D'accord. Et après, vous pouvez être orienté vers un spécialiste ou vraiment le parcours patient traditionnel, mais en virtuel, on va dire. Tout à fait. Et le patient a l'impression vraiment d'être face au médecin. Tout est fait pour que ce soit comme une consultation présentielle. Alors, ça ne résout pas tout, mais dans 90-95% des cas, le patient a sa solution. Il peut être éventuellement réorienté vers un spécialiste, il peut obtenir un certificat médical, une ordonnance évidemment, un certain nombre de documents médicaux. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, hein. Récemment, l'actualité a montré certains abus, on va dire, avec les consultations en visio. Vous avez été exposé à ça, comment vous gérez ces demandes, on va dire? Alors dès le début, si vous voulez, de Medadum, de la création de Medadum, on a créé Medadum. En fait, mes deux associés sont médecins. Moi, je m'occupe plus de la partie technique. Donc, on a un ADN qui est très médical dans la société. Et dès le début, on a mis en place des protocoles de qualité, de prise en charge, un comité médical avec des médecins référents qui ont, dès le début, partagé auprès des médecins qui exercent au sein de la plateforme des protocoles de prise en charge qui respectent les protocoles de la Haute Autorité de Santé, qui respectent les recommandations des différentes instances. Et dans certaines recommandations, typiquement, ne pas faire des arrêts de travail de plus de 3 jours et ne pas faire de prolongation d'arrêt de travail. Dans ce cadre-là, ça limite drastiquement les abus puisque le médecin a l'historique du patient sur la plateforme et respecte des protocoles de qualité. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, les abus sont très limités. Ok, c'est bien, vous m'avez rassuré. Alors, j'ai envie de comprendre où est-ce qu'on vous trouve précisément, donc, et c'est quoi votre modèle économique, parce que c'est un peu lié. Voilà, je veux appeler, je peux le faire de chez moi, il faut que j'aille dans un endroit particulier, comment ça se passe? Alors, vous avez la possibilité de le faire de chez vous, sur votre application Medadum ou sur le site web medadum.com. Et vous avez également la possibilité d'aller dans une pharmacie ou une mairie qui est équipée. La liste est disponible sur notre site internet. Il y a 2500 dispositifs déployés en France, donc c'est environ 10% des pharmacies en France. Vous vous déplacez dans la pharmacie et le pharmacien va vous orienter vers le dispositif de téléconsultation et éventuellement vous accompagner pendant la téléconsultation. Et alors vous, Medadum, en tant qu'entreprise, comment vous gagnez votre vie avec ce modèle économique, parce que la consultation est au même prix qu'une consultation traditionnelle? Absolument. Alors on a deux modèles économiques. Le premier, c'est qu'on loue les bornes et les cabines de téléconsultation aux pharmaciens, aux maires, qui eux y voient un intérêt puisqu'ils peuvent permettre un accès aux soins à tous sur leur territoire. Donc ils fidélisent leur patientèle, ils proposent du soin à leurs patients. Et du côté des professionnels de santé, il y a également un modèle économique où on propose en fait le système de téléconsultation aux différents médecins. Et aujourd'hui, c'est combien de consultations ou de téléconsultations, on va dire, Medadum? Exactement, aujourd'hui, on va atteindre le 1 million de téléconsultations. D'accord. Et voilà. Vous avez quel âge? Enfin, la société a quel âge? La société date de 2017. D'accord. Voilà, donc on est une jeune start-up de la French Tech. Très bien, très bien. Vous avez des perspectives qu'on peut les dévoiler aujourd'hui sur les projets d'avenir? Oui, on continue à déployer les dispositifs un petit peu partout en France. Il y a 22 000 pharmacies, il y a 36 000 mairies, il y a des centres de santé, des mairies, des maisons de santé, des centres infirmiers. Donc il y a un certain nombre de lieux qui peuvent être équipés de bornes et de cabines de téléconsultation. Et aujourd'hui, on continue à déployer ces dispositifs un petit peu partout. On recrute un certain nombre de professionnels de santé également, puisqu'il faut prendre en charge de l'autre côté ces patients. Et donc, effectivement, on recrute chaque semaine de nouveaux médecins pour prendre en charge un nombre croissant de patients. Merci beaucoup, Nathaniel. Et pour terminer cette émission, une initiative qui va permettre aux adolescents faisant un séjour à l'hôpital d'être en relation avec d'autres jeunes qui souhaitent donner encore davantage de sens à leur vie. Et pour en parler et nous expliquer tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Moukanas, qui est la présidente fondatrice de l'association AIDA. Léa, bonjour, merci d'être parmi nous, même si vous êtes en tournée, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc vous avez créé l'association AIDA. En quoi consiste cette association et quelle est la belle histoire derrière cette association? Alors, l'association AIDA, c'est une association qui accompagne les jeunes entre 15 et 25 ans qui sont touchés par un cancer. Ce pas des enfants, ce pas des adultes, c'est des adolescents et des jeunes adultes. Et c'est une tranche d'âge à part qui a un moment où elle se construit. Et nous, on est là pour accompagner et faire en sorte que cet âge de transition, ça reste l'adolescence et le début de la vie adulte, même s'il se déroule à l'hôpital. C'est une association qui a une histoire un peu particulière. Vous l'avez dit, parce qu'elle est née dans une classe de seconde. AIDA, c'était ma grand-mère qui est tombée malade, qui a une leucémie, qui est décédée assez rapidement. Et moi, j'avais 14 ans à l'époque. Je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle, qui étaient à l'hôpital
toute la journée et qui à aucun moment voyaient d'autres jeunes dans leur parcours de soins. Et donc, je me suis dit, on va créer un projet qui permet à ma classe de seconde de pouvoir s'engager auprès des jeunes hospitalisés dans l'hôpital le plus proche. Donc, ça a démarré comme ça il y a 7 ans et demi, bientôt 8 ans. Et aujourd'hui, on engage 80 000 jeunes en France chaque année. On intervient dans une 50aine de structures hospitalières sur le territoire. Voilà. Donc ces jeunes adolescents qui sont à l'extérieur et qui sont bien portants, on va dire, ont la capacité de rentrer à l'hôpital. C'était le plus gros défi en fait que vous avez dû soulever pour aller voir d'autres jeunes. Donc la relation s'établit sur quoi concrètement, sur quel type de discussion ou sur quel type de projet? Pour comprendre ça, il faut repartir il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'était interdit pour nous et pour les jeunes qui voulaient rendre visite de pouvoir intervenir à l'hôpital. Donc, ça a été première chose à démontrer à l'hôpital, que rencontrer quelqu'un d'autre de son âge pendant les traitements, ça va nous aider à faire face à la maladie parce que finalement, on va parler le même langage. Ça va être une parenthèse à l'hôpital et pendant l'espace d'1 heure, 2 heures, 3 heures, et c'est souvent les retours qu'on a, on va oublier la maladie et on va pouvoir se concentrer sur le fait qu'on est jeune avant d'être malade. Et c'est vraiment au fondement d'Aïda et de tout ce qu'on a pu construire. Et donc, dans ce projet, il y a un autre projet, on va dire, qui s'appelle Supercodeur à l'hôpital. Et justement, les jeunes se rencontrent sur une initiative partagée ou alors un intérêt partagé qui est l'apprentissage du code à l'hôpital. C'est bien ça ? Exactement, vous avez tout compris, Vanessa. On a déployé avec Orange et on est en train de déployer avec Orange en France le programme Supercodeur à l'hôpital, qui sont des ateliers de code et d'initiation à la robotique pour les jeunes hospitalisés. Donc très concrètement, ils doivent faire évoluer un robot Timio dans un espace, donc lui apprendre par le code à avancer, à tourner, à suivre un parcours défini. Donc c'est à la fois pédagogique parce que vous apprenez à coder, mais aussi hyper ludique parce que vous imaginez bien que on fait des courses de Timio dans les services de l'hôpital, dans les couloirs. Enfin, c'est assez sympa et ça permet aux jeunes de se retrouver autour du code et de pouvoir rencontrer d'autres jeunes de leur âge autour d'une activité où ils vont aussi apprendre. Alors, comme on est dans le milieu des jeunes, vous êtes très très connectés et vous aimez bien vous définir comme une association digitale, c'est-à-dire physique et digitale. Expliquez-nous ce qu'il y a derrière pour qu'on comprenne bien en quoi ça consiste. Alors, c'est vrai qu'on nous a beaucoup défini comme ça. On est né avec les réseaux sociaux. La première action d'Aïda, il y a 8 ans, ça a été de lancer un compte Instagram et de recruter des jeunes sur Instagram. Donc, on est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les jeunes connaissent Aïda et deviennent bénévoles chez Aïda. On a par exemple notre marraine, Paola Locatelli, qui est une influenceuse qui a quasiment 2 millions de followers sur Instagram, qui a connu Aïda comme ça, qui spontanément a lancé un appel à sa communauté en disant j'ai moins de 18 ans, j'aimerais m'engager, mais je ne sais pas par où commencer. Et donc, qui a commencé comme ça avec Aïda, qui a ensuite été formée et intervient aujourd'hui à l'hôpital. Donc, on a aussi une communauté importante d'influenceurs qui s'engagent avec nous, mais qui sont aussi très engagés sur le terrain. Donc, c'est vraiment la somme des deux, les réseaux sociaux et le terrain, qui fait cet engagement-là. Et puis, on s'est rendu compte avec la crise Covid qu'il y avait aussi d'autres façons d'accompagner les patients par le numérique, en créant des visites aussi à distance pour les patients qui sont isolés, parce que chez nous, l'isolement des patients n'est pas seulement une affaire de Covid, mais on a aussi des patients qui sont complètement isolés dans des chambres, qui voient personne, et le numérique est aussi une très bonne façon de pouvoir les accompagner et être là pour eux au quotidien. Et donc aujourd'hui, un hôpital qui voudrait justement accueillir Aïda, c'est simple pour lui ? Comment ça se passe ? Alors, un hôpital qui aimerait accueillir Aïda, c'est simple pour lui quand il est sur l'un des 15 villes sur lesquelles est présent Aïda. Donc, il est en échange avec nos équipes. On monte une convention de partenariat et dans les 6 mois, on est présent dans son service pour pouvoir accompagner les jeunes. Donc, à tous les adolescents qui souhaitent donner du sens et puis aider et créer du lien justement avec des jeunes qui sont en rémission, allez sur le site Aïda, inscrivez-vous et il y a sûrement un centre à côté de chez vous qui pourra vous permettre justement de créer cette solidarité. C'est bien ça ? C'est exactement ça. On vous attend si vous voulez faire des interventions à l'hôpital et accueillir des jeunes qui sont et prendre soin des jeunes qui sont en traitement. On vous attend sur www.associationaïda.org. Merci beaucoup Léa et bravo pour ce que vous faites. Le mot de la fin, Christophe, l'hôpital de demain, est-ce qu'il sera plus connecté, plus humain ? Comment vous le voyez ? Les deux, j'espère. bien plus connecté et bien plus humain. Alors le bien plus humain, c'est plus pour rire, parce que je pense qu'on est quand même dans le temple de l'humain quand on est dans un hôpital, puisque on est là, le cœur de cible, le cœur de métier, c'est de prendre soin des autres. Bien plus connecté, oui, certainement, il faut qu'on continue, et puis peut-être plus connectés entre eux, les hôpitaux, entre les établissements de santé généralement, et puis peut-être avec les médecins généralistes, etc. Enfin, tout le territoire, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important pour
pour nos patients et pour nous du coup. Les territoires, le lien et la solidarité. Merci beaucoup, merci à nos invités, merci Nathaniel, merci Léa d'avoir été parmi nous. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne fin de week-end et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.